Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de musique classique pour les nuls. Aujourd'hui, nous parlerons de Maurice Ravel, compositeur de la période moderne, cette période qui allait de 1900 à 1945. Maurice Ravel est un compositeur français de la période moderne, comme je le disais tantôt. Son œuvre, qui comprend 86 compositions originales, reste modeste en quantité, mais elle marqua la période, avec Debussy, Bartók et Stravinsky. Il forme l'un des plus importants musiciens de cette période. Son boléro reste l'une des œuvres musicales les plus jouées de tous les temps. Par ses compositions avant-gardistes qui bouleversent les codes de la composition, il est l'un de ceux qui inaugurent la période moderne et la fin de la période romantique. Maurice Ravel naît en 1875 à Cibourg, un tout petit village dans le sud-ouest de la France, près de Biarritz. Son père Joseph était un ingénieur en chemin de fer et automobile, qui améliora sensiblement les moteurs à explosion et reste reconnu pour ses innovations techniques. Il était également un musicien amateur ayant un assez bon niveau. Sa mère aussi était une musicienne amatrice de musique savante d'origine espagnole. Dès 1878, sa famille s'installe définitivement à Paris où le jeune garçon grandit. Ses parents étaient attentionnés et très cultivés, lui donnant à lui et à son frère Édouard une très bonne éducation. Ils éveillent son intérêt pour la littérature et la musique savante et surveillent les fréquentations de leurs enfants. Maurice Ravel dira lui-même dans son autobiographie: « Mon père, beaucoup plus instruit dans cet art que ne le sont la plupart des amateurs, sut développer mes goûts. » En 1882, il a tout juste 7 ans quand ses parents l'inscrivent dans une école de musique en classe de piano et de solfège. En 1887, le jeune Maurice choisit alors la voie composition pour ses études musicales. En 1889, il a 14 ans lorsqu'il est admis au Conservatoire de Paris pour se perfectionner. Il y reçoit entre autres l'enseignement du célèbre compositeur et pianiste Gabriel Fauré, mais aussi de Charles de Berriot, autre pianiste célèbre de l'époque. Il s'y lie d'amitié avec un autre pianiste tout juste admis au conservatoire, un Espagnol nommé Ricardo Viñes. Ils passent de longues heures à échanger en parlant de musique, mais aussi de littérature. En particulier Baudelaire, Mallarmé et d'autres grands écrivains français. Lorsqu'il sort finalement du conservatoire, ses premières œuvres sont considérées par la critique comme des œuvres dignes d'un musicien accompli, telles que sa pavane pour une infante défunte 1899 ou son jeu d'eau 1901. Il tente plusieurs fois de se présenter au prestigieux prix de Rome de musique savante, mais il ne parvient pas à obtenir la première place malgré des tentatives en 1901, 1902, 1903 et encore 1905. Il obtient la seconde place en 1901 avec sa cantate Mira. Mais les autres fois, il est tout simplement recalé pour avoir composé des œuvres jugées trop avant-gardistes. Les soutiens de Maurice Ravel contribuent à causer un scandale dans la presse. D'autres lui reprochent cependant d'imiter en réalité le style de Debussy qu'il a précédé de peu et qu'il avoue admirer. Debussy sera d'ailleurs très rapidement agacé par Ravel et un froid certain s'installera entre les deux hommes. En 1905, finalement, un scandale éclate lorsqu'on accuse Ravel d'avoir dépassé la limite d'âge pour l'inscription au concours du prix de Rome. Et le scandale atteint le directeur du Conservatoire de Paris, Théodore Dubois à l'époque,
soutien reconnu de Ravel qui doit démissionner. Il est remplacé par Gabriel Fauré. Malgré ses déboires au prix de Rome, la carrière de Ravel décolle et il va de succès en succès. Ses compositions connues s'enchaînent durant ces années d'avant-guerre. Il compose entre autres chez Razad 1904, Les Miroirs 1905, La Rhapsodie espagnole 1908, Ma mère Loi 1908 et surtout Son histoire naturelle 1906, où il choque la critique en associant des compositions à des animaux, canards, cochons, dindes et pigeons. Comment Ravel a-t-il pu composer en partant de sujets aussi peu poétiques, s'indigne la critique. En 1909, il fait un séjour à Londres où il s'aperçoit que sa musique a eu beaucoup de succès en Angleterre également. Il y donne de nombreux concerts. En 1910, de retour en France, il fonde la société musicale indépendante SMI pour promouvoir la façon de faire de la musique de la période moderne. Car la Société nationale de musique SNM est très conservatrice et est attachée aux méthodes de composer de la période romantique. En 1911, il crée un opéra avant-gardiste, L'heure espagnole, mais c'est un échec. Il est allé trop loin dans les hardiesses orchestrales pour casser les codes et dans l'humour libertin du texte. Il n'a le soutien ni du public, ni de la critique incendiaire. Malgré tout, face à cet échec, il décide en 1912 de faire jouer son ancien ballet réorchestré Ma mère Loi et obtient un très grand succès qui compense les pertes de l'heure espagnole. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Patriote convaincu, il a hâte de rejoindre le front pour défendre la patrie. Mais il est réformé car il est de très petite taille et il n'y a aucun uniforme à sa taille. Il se bat pour servir malgré tout et finit par obtenir un poste d'ambulancier en 1916. Mais quelques mois plus tard, après avoir raconté fièrement ses aventures à bord de son camion à ses parents sous le feu des Allemands, il tombe malade et retourne à Paris se faire soigner. En 1917, il est guéri mais n'est pas remobilisé. Il compose en hommage à ses camarades morts au front pour défendre la patrie. Cette œuvre, c'est Le tombeau de Couperin. Cette même année, sa mère, dont il était très proche, périt et il se renferme dans sa solitude. Après la guerre en 1918, il se prend d'une passion pour les chats qui comble sa solitude et vit dans une maison entourée de très nombreux chats. Il retourne à la composition et fait des tournées en Europe. Cependant, c'est un homme désabusé malgré le succès. Quand on lui parle du public qu'il admire, il dit « Ce n'est pas moi qu'ils admirent, c'est Maurice Ravel ». À cette époque, il retourne aussi à un style plus inspiré de la période classique, cessant de chercher l'avant-gardisme à tout prix, comme beaucoup d'autres qui se tournent vers le néoclassicisme après la guerre qui les a traumatisés. Ravel contribue à ce néoclassicisme, entre autres avec la valse 1920. En 1920, c'est-à-dire la même année, on lui offre la Légion d'honneur en récompense pour sa carrière, mais il surprend tout le monde en refusant cette distinction. Il écrit « Consentir à accepter d'être décoré, c'est reconnaître à l'État ou au prince droit de vous juger. » C'est un point de vue. À partir des années 1925, il s'intéresse au jazz qui vient d'apparaître aux États-Unis et qui trouve injustement sous-estimé. Il s'en inspire pour introduire des rythmes syncopés qui marquent des inspirations subtiles dans ses œuvres, telles que L'Enfant et les Sortilèges, 1925. 1928 est une année charnière pour Ravel. Alors, en tournée triomphale aux États-Unis, il fréquente les clubs de jazz au passage et en profite pour rencontrer le célèbre compositeur de jazz, George Gershwin. Il retourne en France pour s'atteler à une nouvelle commande, un ballet de caractère espagnol. Ce sera le fameux Boléro.
Il compose le boléro comme un exercice prenant un thème qu'il répète pendant tout le morceau sans autre modulation qu'un crescendo, une variation de timbre et à la toute fin un changement de tonalité et le tout sur une durée d'un quart d'heure. Il ne s'attendait pas du tout au succès d'une œuvre aussi basique. Fin 1928, le boléro sort et obtient un succès triomphal autant qu'inattendu. Le boléro restera l'œuvre la plus rémunérée de tous les temps par la SACEM, et ce jusqu'à 1997. Et même après, il restera très rémunéré jusqu'à son passage dans le domaine public en 2016. Le public du boléro fut d'abord stupéfait par cette composition à un seul thème avant de lui réserver un triomphe. Ravel, lui, ne la considère que comme une expérience d'orchestration sans intérêt réel. Quand une spectatrice lui hurle « Oh fou !» scandalisée par une œuvre aussi simpliste, il répond à un journaliste qui l'interroge sur cet événement. Celle-là, elle a compris. Le monde entier admire le boléro, mais Ravel, lui, non. Il dit à un journaliste, le boléro est vide de musique. N'importe quel élève du conservatoire aurait pu le composer aussi bien que moi. Pour la petite histoire, au départ, George Lucas, grand admirateur de musique savante, pensait en faire le thème de Star Wars, avant de se raviser au dernier moment et de faire composer un thème inédit. Malheureusement, en 1932, Maurice Ravel subit un traumatisme crânien suite à un accident de taxi. Dès lors, il perd la faculté de composer et la parole. Il écrit désespéré « Cet opéra, il est là dans ma tête. Je l'entends, mais je ne l'écrirai plus jamais. C'est fini, je ne peux plus écrire ma musique. » Il est réduit au silence par les dégâts au cerveau. En 1937, une opération au cerveau de la dernière chance est tentée, mais elle échoue. Et Maurice Ravel s'éteint. Son décès provoque une émotion très vive et fait des gros titres de la presse dans le monde entier. La République française lui rend un hommage officiel lors de son enterrement par un discours vibrant. Maurice Ravel fut un musicien très exigeant. Quand le célèbre chef d'orchestre Toscanini fait jouer une de ses œuvres à un tempo 2 fois plus rapide et lui dit qu'il la joue à sa manière, Ravel lui répond « Alors, ne la jouez pas ». Son œuvre reste cependant d'un volume assez modeste si on la compare à celle de nombreux compositeurs connus. 83 œuvres seulement, comme il a été dit, mais elle incorpore de tous les genres. Sauf de la musique religieuse. Maurice Ravel n'a pas composé de cantates. Excellent compositeur, il fut un moins bon pianiste. Bien que professionnel, faute d'entraînement assidu, il ne devint jamais un virtuose. Il se révéla incapable de jouer un certain nombre de ses œuvres. Il fut également un bon chef d'orchestre, mais loin des meilleurs. Souvent, il fut comparé à Debussy et comme lui, il participa à imposer les nouveaux codes de la musique moderne. Sa musique originale se démarqua de ce qui se faisait avant. Cependant, il s'inspira aussi grandement des auteurs de la période classique française tels que Rameau et Couperin. Et il refusera d'aller aussi loin que certains de ses collègues tels que Stravinsky. Ainsi, il refusa toujours d'abandonner la musique tonale et n'usa que de très rarement de dissonance. Dans sa vie privée, il était assez renfermé et s'ouvrait peu aux autres. Mais ceux qui ont réussi à l'approcher s'accordent à louer son intelligence vive et son caractère sensible. Il était extrêmement solitaire, surtout après la mort de sa mère, et il est resté célibataire toute sa vie. Comme il n'eut pas d'enfant, son frère Édouard devint l'unique héritier d'une fortune importante et des droits d'auteur monumentaux associés à ses œuvres.
Lorsque son frère Édouard décédera à son tour en 1960, des batailles juridiques nombreuses naîtront autour de cet héritage si convoité. Voilà tout sur Maurice Ravel, compositeur de la période moderne. Cette période qui allait de 1900 à 1945. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre compositeur russe, cette fois-ci. D'ici le prochain numéro, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt.